Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le grand journal de la vie. Le sommaire de l'émission, une extinction et l'évolution des grands singes jusqu'à maintenant. Encore une fois, nous avons beaucoup de contenu. Bon, je vais déjà dans mon labo. Ouais, encore du travail. Allez, générique. Oh, est-ce que les dinosaures vous ont plu ? Comme dit dans l'introduction, nous allons parler de l'extinction Crétacé-Tertiaire, ou extinction KT de l'allemand Kreideztertiaire. Arr ! Non, pas de blague là-dessus ! Renommée plus récemment en extinction Crétacé-Paléogène, ou KPG. Et pas KGB. Ta gueule. Marque la fin du Crétacé et du Mésozoïque, et laisse la place au Cénozoïque. C'est une extinction massive à grande échelle d'espèces animales et végétales. Cette extinction est associée à une signature géologique sous la forme d'une mince couche d'argile présentant un taux anormalement élevé d'iridium. C'est une expression, ils n'ont pas réellement signé la pierre, tu te calmes. Oh. Elle marque la quasi-complète disparition des dinosaures non aviens et l'expansion des mammifères. Nous le savons car presque tous les fossiles de dinosaures se trouvent au-dessous de cette couche d'iridium, ce qui prouve que les dinosaures se sont éteints juste avant ou pendant l'événement. Ah, cela répond donc à la question de l'épisode d'avant. Oui, sa durée n'est pas encore fixée et fait l'objet de controverses. Pendant cette extinction, les clades de mammifères, amphibiens et des reptiles non archosauriens et d'oiseaux sont les moins touchés, contrairement aux archosauriens, comprenant les dinosaures, qui est la plus touchée. Ils étaient pourtant si puissants, je les aimais trop. Malheureusement, ce n'est pas la force d'une espèce qui définit si elle va vivre ou non. Mais pour te rassurer, il est possible que des petits dinosaures non aviens aient survécu car ils demandaient beaucoup moins de viande qu'un T-Rex par exemple. Mais ils auraient été privés de nourriture de toute façon car il y avait de moins en moins de viande en ces temps. Les crocodiles, faisant partie des archosauriens, ont survécu grâce à leur sang-froid, ce qui leur permet de vivre plusieurs mois sans manger. Les mammifères, eux, n'ont pas eu d'explosion de diversification dès la fin de l'événement KT, mais auraient évolué petit à petit malgré la niche environnementale libérée. Et là, la question que vous vous posez tous, mais qu'est-ce que c'est exactement cette extinction ? Mais qu'est-ce que c'est exactement cette extinction ? Eh bien, je vais vous le dire, il y a plusieurs théories. Mais avant, il faut savoir que réduire la quantité de lumière et limiter donc la photosynthèse, ce que la totalité des théories proposent, cause la mort des plantes, donc la mort des herbivores, et donc finalement celle des carnivores. C'est donc principalement des omnivores, insectivores et des charognards qui ont survécu car leur nourriture n'a pas disparu ou pas en assez grande quantité. Ah oui, Jamy. Car ils se nourrissaient principalement d'insectes qui eux se nourrissaient de matériaux organiques non vivants et de détritus. Un peu comme Gollum. De plus, ils vivaient de nuit, Un peu comme Gollum. étaient petits Un peu comme Gollum. et pouvaient se cacher facilement. Un peu comme Gollum. Et leur cerveau était le plus développé de l'époque. Pas comme Gollum. L'iridium se trouve uniquement dans le noyau de la Terre. Sa présence dans la croûte terrestre, tout autour du globe, laisse penser aux scientifiques que son origine est extraterrestre. D'où la théorie de la météorite de Chicxulub. Ils étaient fans de Lovecraft, les scientifiques? Non, pourquoi ? Ha ha ha, très drôle. L'impact a créé un cratère de 177 km de diamètre. Une telle frappe aurait formé un nuage de poussière qui aurait bloqué la lumière sur une majeure partie de la Terre pendant un an. De plus, elle aurait provoqué des pluies acides pendant 12 ans et serait équivalent à un tremblement de terre de magnitude 11. Des couches de lave gigantesques ont été retrouvées en Inde et portent le nom de trappe du Décan d'une taille de 2400 mètres de haut max et sur une zone de 1 500 000 km². Les éruptions responsables de ces couches pourraient être l'une des causes de l'événement KT. Les éruptions auraient dégagé de la poussière, des cendres, des aérosols et du gaz carbonique, provoquant un blocage de la lumière et une augmentation de l'effet de serre. Arr. Plusieurs autres cratères semblent s'être également formés au moment de la limite KT, ce qui suggère la possibilité d'impacts multiples, presque simultanés, peut-être provenant des fragments d'un unique objet cosmique. Le Pen? On parle pas de politique ici. Une régression sévère aurait considérablement réduit le plateau continental, qui est le secteur le plus riche en espèces marines, et pourrait donc avoir suffi pour causer une extinction de masse marine. La régression aurait également causé des changements climatiques, en partie en perturbant des vents et des courants océaniques, et en partie en réduisant l'albédo de la Terre, entraînant donc des températures globales croissantes.
Certains paléontologues s'accordent à dire que la cause de l'extinction KT est le regroupement de tous ces événements sur un court temps, créant ainsi un monde quasiment invivable. Un peu comme dans notre labo. Oh, je te jure que si je t'attrape, ça va être invivable pour toi. Mention honorable aux anciennes théories. Inversion du champ magnétique, sélection naturelle, destruction des nids de dinosaures par des mammifères mangeurs d'œufs, ou bien encore par stupidité. Et pas de commentaires sur moi, c'est compris? Le Cénozoïque est la troisième ère géologique du Phanérozoïque, et la plus récente sur l'échelle des temps géologiques. Débutant il y a 66 millions d'années à la fin du Mésozoïque, et se poursuivant encore aujourd'hui. Le Cénozoïque se divise en trois périodes géologiques. Le Paléogène, le Néogène et le Quaternaire. Chacune de ces périodes étant elle-même découpée en 2 ou 3 pour le Paléogène. Le Paléogène, première période du Cénozoïque, qui fait suite à l'extinction du Crétacé, commence il y a 66 millions d'années et se termine 23 millions 30 000 millions d'années avant notre ère. Le Paléogène est découpé en 3 époques, l'Oligocène, l'Éocène et le Paléocène. Le Paléocène débute par un événement bien connu, la limite Crétacé-Tertiaire. Mais on vient d'en parler. Oui, c'était pour voir si tu suivais. Quelques 22 nouveaux ordres apparaissent au cours des 10 millions d'années que va durer le Paléocène. Marsupiaux, insectivores, lémuriens, créodontes et animaux à sabots, ancêtres des chevaux, rhinocéros, chameaux et poires. Tous ces animaux ont comme point commun d'être de petite taille, d'être des quadrupèdes plantigrades avec un museau fin et un volume crânien peu important, et pour la plupart d'être des herbivores. L'Éocène est la seconde période du Paléogène. Le début de l'Éocène est marqué par l'émergence des premiers mammifères modernes, sa fin par une extinction massive dite grande coupure. C'est aussi à cette période que l'on voit apparaître les plus gros mammifères et oiseaux. On peut citer le Gastornis dont le poids devait, d'après les estimations, osciller entre 50 et 100 kg selon les populations. L'Oligocène est la période qui clore le Paléogène. Le début de l'Oligocène est marqué par un refroidissement général, une aridité croissante et le développement des habitats ouverts de type savane aux dépens des milieux forestiers. Les reptiles restent abondants, les serpents et les lézards se diversifient. Le Néogène, seconde période du Cénozoïque, débute il y a 23 30 000 années et se termine 5 300 000 années avant notre ère. Le Néogène est découpé en 2 parties, le Miocène et le Pliocène. Durant sa première moitié, le Miocène connaît une période de réchauffement puis d'optimum climatique. À partir de 14 millions d'années, le climat connaît une tendance au refroidissement et à l'assèchement. Tout ou presque toutes les familles d'oiseaux existent à la fin du Miocène. C'est durant le Miocène que les oiseaux marins atteignent leur plus grande diversité. Le Pliocène, seconde et dernière période du Néogène durant laquelle les faunes marines et terrestres sont quasiment modernes, bien qu'un peu plus primitives, les premiers primates hominini apparaissent et les herbivores deviennent plus grands ainsi que leurs prédateurs. Et finalement, le Quaternaire, dernière période du Cénozoïque, débute il y a 5 300 000 années et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Elle est aussi découpée en 2, le Pléistocène et l'Holocène. Le Pléistocène est marqué par les cycles glaciaires. Sa fin correspond plus ou moins à celle du Paléolithique et c'est pendant cette période que le genre Homo se développe. Ah, les PD. Déjà, on dit homosexuel et non, je parle pas d'eux. L'Holocène, qui est donc notre période, correspond à l'avènement du Mésolithique, du Néolithique et des cultures ultérieures. C'est le début d'un accroissement démographique important de l'espèce humaine, connue sous le nom de transition démographique agricole. Vite, transition! Arrête de faire le singe! Et d'ailleurs, en parlant de singe... L'évolution du premier singe nous est inconnue. Nous connaissons la dernière ramification entre les singes et les hommes, mais par la suite, il est impossible de relier les types d'hommes entre eux. Mais commençons par les primates. Ils étaient vraisemblablement insectivores et ont évolué par radiation évolutive. Quoi ça être? Une radiation évolutive est une évolution rapide, à partir d'un ancêtre commun, d'un ensemble d'espèces caractérisées par une grande diversité écologique et morphologique. Dans le cas le plus fréquent, où chaque nouvelle espèce est adaptée à une niche particulière, on parle aussi de radiation adaptative ou de diversification. Ah, c'est plus clair. Les primates descendent de mammifères. Ces derniers avaient un pelage, une dentition différenciée, une acuité sensitive, une perte de la vision quadrichromique, gestionnaient et avaient de quoi s'occuper de leurs petits comme des mamelles. Les primates développent de leur côté la forme de leur tête, des mains avec des pouces opposables et un régime frugivore. De plus, les primates possèdent des orbites de grande taille orientées vers l'avant, des ongles, un museau réduit, des portées peu nombreuses, un cerveau généralement plus développé, et j'ai bien dit généralement,
Toutes ces caractéristiques se seraient développées pour s'adapter à la capture de proies dans les arbres de nuit. Les primates se divisent en 5 grands ensembles actuellement. Les lémuriens, les loris, les tarsiers, les singes du Nouveau et de l'Ancien Monde, et les grands singes. Comme il est souvent difficile d'obtenir un consensus entre les chercheurs sur l'évolution des primates, nous n'allons pas lancer de débat et passer ce sujet. Bouh! Je vais définitivement te briser la nuque. Nous sautons donc jusqu'à la fin du Néogène, où la lignée des humains et celle des chimpanzés se séparent. La famille des hominidés aurait divergé à celle des Holobatidés il y a quelques 20 millions d'années, puis la sous-famille des homininés de celle des ponginés, orang-outans, il y a environ 15 millions d'années. Apparus à la fin de l'Oligocène, il y a environ 25 millions d'années, les homonoïdes, ou singes sans queue, se sont fortement diversifiés en Afrique. Les Hominoidae se subdivisent en plusieurs familles, notamment les Hylobatidae, les gimons, et les Hominidae. Des humanoïdes? Non, des hominoïdes. Hominoïdes? Oui, hominoïdes. Vers 17 millions d'années, à la faveur de la collision des plaques africaines et arabiques, et de l'optimum climatique du Miocène, qui vit l'extension vers le nord des forêts tropicales et tempérées chaudes, les hominidés commencèrent à se disperser hors d'Afrique. Il y a environ 15 millions d'années, les Hominidae se subdivisent en 2 familles principales, les Ponginae et les Homininae. Après avoir prospéré pendant quelques 8 millions d'années, les homininés européens ont disparu peu à peu à la suite du refroidissement et de l'assèchement climatique de la fin du Miocène, entraînant le recul des forêts. 2 genres d'Homininae sont reconnus en Afrique de l'Est, Nacalipithecus et Cororapithecus, attestés entre 8 et 10 millions d'années. Le lien éventuel avec les homininés européens n'est pas connu. Sahelanthropus tchedensis, datée de 7 millions d'années, est admise par la majeure partie de la communauté scientifique comme le plus ancien représentant connu des homininés. Ces grands singes évolués sont bipèdes, ont des mains libres d'utilisation, ont un crâne au-dessus du corps, un larynx dégagé et des pieds consacrés uniquement à la marche. L'arbre de descendance jusqu'aux espèces récentes n'était pas fixé à ce jour parmi les spécialistes. Il est d'usage de présenter les différentes espèces fossiles connues sous la forme d'un tableau chronologique sans lien entre les espèces, tel que le tableau suivant. Et donc, nous voilà ici, les Homo sapiens sapiens. Après une longue, très longue évolution, le fruit de tous ces milliards d'années de travail, d'adaptation et de transformation, pour au final gaspiller notre planète en même pas quelques centaines d'années. Hein? Quoi? Vous pourrez prévenir quand ça finit. Bon, c'est tout pour notre émission. Merci d'avoir suivi notre dernier épisode du Grand Journal de la Vie. Eh mais partez pas! C'est pas la fin de la série, il y aura encore un autre épisode en février, mais chut, c'est un secret.